Bienvenue dans cette salle TOFA 1er pour cette première rencontre professionnelle d'échange et de partage d'expériences entre pratiquants et passionnés du marketing et de la communication. Loin d'être des séances où se dispensent des cours magistraux, le club marketing se veut être pour nous tous ici présents des rencontres périodiques où nous analyserons des secteurs d'activité de nos vies de tous les jours. Nous partagerons nos expériences communes dans le secteur. C'est aussi à travers des rencontres de ce genre que nous allons élever le niveau des professionnels du secteur du marketing dans un environnement désormais très pointu. Et nous savons tous qu'au Bénin, le niveau du secteur n'est pas très élevé par rapport à des pays dans la sous-région. Et le cabinet PVRM a eu cette géniale idée d'initier une rencontre du genre pour nous permettre d'être au parfum des technologies les plus pointues du domaine, des process les plus utiles et les plus efficaces dans le secteur du marketing. C'est pour ça que nous sommes ici et nous serons souvent, périodiquement, s'il plaît à Dieu, à ce rendez-vous pour justement créer vraiment ce creuset qui va nous permettre d'échanger sur les difficultés du secteur, sur les nouveautés, les nouvelles visions dans le secteur du marketing. Je le rappelle, cette séance est possible bien sûr grâce au cabinet PVRM que nous remercions et que je vous prie s'il vous plaît d'applaudir très fort. Nous aurons pour cette édition comme coach principal M. Vincent Kouadio, que je vous prie d'applaudir très fort. M. Odilon Balidi, que je vous prie d'applaudir très fort. Et pour cette session également, vous serez avec moi, Victor Brissimon. Je suis publicitaire de formation et j'officierai au cours des différentes sessions en tant que coach modérateur, si vous voulez. Voilà. Donc, sans plus tarder, je vais brièvement présenter le programme de cette première édition du Club Marketing. Avant de présenter le programme, je vais rappeler à tout un chacun ici que le programme est disponible sur une application qu'on appelle ConfTeaser, qui a été mis à notre disposition par Madame Adjassa Azimat. Je crois qu'elle va nous rejoindre tout à l'heure et nous présenter également cette application qui peut vous être utile dans vos différents événementiels. Elle aura l'occasion de nous présenter ça de long en large pendant le programme, au cours du programme. Donc nous aurons tout à l'heure le mot introductif de M. Balidi. À sa suite, nous aurons également un mot de M. Vincent Kouadio. Et après la présentation, après le mot de bienvenue des coachs, nous allons passer au vif du sujet, qui est d'abord une présentation du cabinet PVRM. Il faut qu'on connaisse bien ce cabinet, qui n'a pas fini de faire parler de lui. Et la présentation sera faite par M. Assou Mouyo Alexis, consultant senior au cabinet PVRM. Nous allons ensuite passer au secteur qui seront analysés au cours de cette session. Il s'agit premièrement du secteur des applications de paiement, ensuite du secteur de la bière, et pour finir, nous aurons le secteur de la mode africaine, de la fashion africaine. Et si le temps nous permet, nous avons encore 2 ou 3 autres secteurs, mais si le temps ne le permet pas, nous allons mettre fin à ces 3 secteurs et discuter autour de ces 3 secteurs, que sont les applications de paiement, la bière et la fashion, la mode africaine. Il s'agit d'analyser ces 3 marchés
de savoir la physionomie de ces trois marchés, de savoir qui est qui et pourquoi nous avons des leaders au niveau de ces comment nous avons des leaders au niveau de ces trois secteurs. Nous allons bien sûr nous divertir un peu avec des tirages au sort qui vont vous permettre de gagner des lots. Je remercie au passage les différents sponsors, notamment la Sobemap, Fanluc, Simbénin, Sud Télécom, Hope Africa, Harmonis Group, New Face et j'en passe. Nous aurons également d'autres sponsors que nous allons citer tout au long, bien sûr, de ce programme. Sans plus tarder, je vais inviter à ce pupitre pour son mot de bienvenue, M. Odilon Balidi. Merci, j'avoue que je n'aime pas trop les pupitres. À tous ceux qui nous font l'honneur d'être présents à cette première édition du Club Marketing. Donc il a présenté M. Odilon Balidi et il a oublié de dire un élément essentiel du Club Marketing, je sais, qui a fait venir beaucoup d'autres personnes, on ne sait pas si c'est ça, mais c'est la pizza. Et qui n'est pas là pour la pizza. Au moins la pizza, c'est la meilleure illustration qu'on peut faire de part de marché, parce que chacun en tire, chacun peut tirer une part. Aujourd'hui, nous allons permettre à chacun d'avoir au moins une part. Donc, on ne va pas permettre à ce que tout le monde qu'il y ait des personnes qui aient 70% de part et d'autres qui n'ont pas. Donc, on va essayer de faire pour que chacun ait au moins une part. Alors, donc, le club marketing, nous allons présenter tout à l'heure. Je vais laisser la parole tout à l'heure à mon collègue Alexis Sassou-Brior qui va parler un peu, pas trop technique, parce que les études, ça fait un peu technique. Le marketing, ça fait un peu technique quand on veut les baser un peu sur les connaissances, mais il va aller sur l'essentiel et nous présenter le cabinet à la fois ce qui nous a conduit au club marketing. Donc, je voudrais souhaiter encore la bienvenue à tout le monde et vous souhaiter bon club. Et nous voulons vraiment que ce soit un club. Nous allons créer un groupe WhatsApp. Nous allons partager dans ce groupe-là. Tout à l'heure, on a pris vos numéros, vos contacts. Nous allons, si vous le voulez bien, vous inscrire dans ce groupe WhatsApp et partager la présentation qui va être faite en PDF et vous pouvez l'agrandir si vous n'arrivez pas à voir tous les éléments sur l'écran, mais vous pouvez l'avoir sur votre mobile. Aujourd'hui, c'est le digital qui prime, nous l'adoptons également. Donc, je vous souhaite un bon club et merci. Monsieur Vincent Guadio, coach principal de cette première session, et vous dire un mot avant, bien sûr, de rentrer dans le vif du sujet. Merci Guadio. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce matin. Plaisir parce qu'il s'agit de partager ensemble une passion. On ne vient pas à ce métier sans passion. Pourquoi? Parce que vendre un stylo, oui, c'est quelque chose de physique. Je touche ce que je dois acheter, je l'apprécie et j'achète si je veux. Parfois même je teste. Est-ce que ça écrit bien? Et si ça écrit bien, je l'achète. Vendre, en revanche, un conseil, ça devient un peu plus compliqué. Pourquoi? Est-ce que celui qui donne le conseil a appréhendé le contexte dans lequel la personne se trouve? Est-ce que toutes les vérités ont été dites pour qu'effectivement le conseil porte? Est-ce que la personne qui reçoit le conseil va l'appliquer comme il se doit? Est-ce qu'il y aura ce feedback à celui qui a prodigué le conseil pour qu'effectivement on puisse ajuster ce qui a ajusté? Voilà autant de problématiques qui montrent que dans notre domaine, il y a le contact qui est important. Mais il y a avant tout cette volonté de servir. Donc, il y a la passion au début. Si vous êtes là ce matin, c'est parce qu'effectivement, on est tous confrontés à des problématiques. Quelle politique marketing mettre en place? Je retourne à l'école et je vais aller
dans certains détails. Et je dirais, si je fais référence aux 4 P, puisque souvent quand on a posé la question à des étudiants, c'est quoi les 4 P? Ils ont dit c'est le prix, c'est le produit d'abord, le prix, la publicité, et puis place, bon, on dit distribution. D'accord? Mais il y a quelque chose qui me dérange dans cette explication. Parce que quand on parle de politique, on parle de mixage. Donc c'est un savant dosage des différentes politiques, de produits, de prix, de communication et de distribution, qui permet effectivement d'arriver à l'objectif, donc d'avoir sa part de pizza qu'il faut sur le marché où plusieurs compétiteurs interviennent. Donc, c'est une affaire de passionnés qui se retrouvent pour justement partager ensemble les problématiques auxquelles ils font face et parfois trouver des solutions. Les solutions ne sont pas toutes faites. J'ai fait 20 ans de la téléphonie mobile, d'Abidjan au Bénin, en passant par le Niger et même aussi la Centrafrique. Et j'ai compris qu'il y a des marchés où il faut sentir l'activité. Les documents Excel, les fichiers Excel sont bons, ça permet d'avoir des données, mais ça ne traduit pas le insight consumer. Donc, que dit encore? C'est que nous sommes là effectivement pour partager ensemble certaines connaissances, certaines pratiques et résoudre certaines problématiques. Bienvenue au club et je vous assure que c'est une belle aventure qui commence. Merci. Monsieur Alexis Asso-Mouyo, consultant senior au cabinet, nous dire quelques mots du cabinet et des prestations qu'il fournissent. Merci. Merci Ludo. Alors bonjour, Asso-Mouyo, je suis consultant senior au cabinet PVRM, chargé de reporting et analyse. Alors, le cabinet PVRM, par définition, comme vous l'avez déjà entendu ou comme certains le connaissent déjà, c'est Plus-Value Research and Marketing. C'est un cabinet d'études de marché et de sondage d'opinion qui a pour domaine d'expertise tout ce qui concerne les études de marché, le coaching aussi, les sondages politiques, les études économiques, sociales. Alors, PVRM a pour vision d'être le partenaire le plus sûr en Afrique dans tout ce qui concerne le marketing et les études, les données à mettre à la disposition des entreprises, au cœur des entreprises pour leur permettre de prendre de bonnes décisions. Alors, nous avons pour mission d'apporter donc une plus-value aux entreprises, d'où le nom Plus-Value Research and Marketing. Notre valeur, c'est le relationnel, l'adaptabilité, l'intégrité, la simplicité et l'excellence. Alors, le cabinet PVRM est né en 2014 et a fait du chemin. Le cabinet PVRM a réussi à travailler avec de grandes entreprises. Et ceci, ce n'est pas seulement au Bénin, ni seulement en Afrique. Nous avons réalisé des études dans 5 pays d'Afrique, le Bénin, le Togo, le Niger, la Côte d'Ivoire, le Congo. Mais nous avons travaillé avec des partenaires un peu partout dans le monde. Comme vous le voyez, nous avons travaillé avec des partenaires tels que Kantar, TNS Opinion pour ceux qui connaissent ce cabinet, ce grand cabinet d'études, et qui est devenu aujourd'hui Kantar Public. Nous avons travaillé également avec District Communication Group, qui est basé aux États-Unis. Nous avons travaillé avec Harmony, avec AG Partner, Togo, Bénin, Congo. Nous avons travaillé avec d'autres entreprises, au Bénin comme au Togo, telles que Ecobank, Ecobank, Move Togo, Move Bénin et autres. Et PVRM, après avoir travaillé avec tout ce grand groupe et après avoir donné satisfaction, je dirais même pleine satisfaction à tous ces groupes, a décidé d'orienter aussi son regard vers le marché local, vers le local, en termes d'informations à ramener au plus bas. De la création en 2014, nous avons lancé une plateforme en 2015 dénommée Avis Plus. Alors, c'est quoi Avis Plus? J'aimerais vous raconter brièvement l'histoire de Avis Plus qui nous conduit en réalité vers le club marketing aujourd'hui.
Nous avons pour habitude de réaliser des études qui coûtent dans l'ordre de 10 millions, 15 millions, 20 millions. Et nous voici un jour approchés par un client qui nous exprime un besoin, mais nous dit qu'il a un budget de 100 000. Vous imaginez un peu le paradoxe, en quelque sorte, pour un cabinet qui réalise des études de 10 millions, 20 millions, d'avoir un client qui dit « j'ai besoin de vous, mais j'ai un budget de 100 000 ». L'une de nos valeurs étant l'adaptabilité, nous nous sommes posé la question de savoir comment est-ce qu'on peut adapter notre expertise à ce client. Parce que tout client, pour nous, a de la valeur. Et ce n'est pas parce que le budget est de 100 000 qu'on va laisser passer le client. Alors, en réfléchissant, on a pris les études lorsque nous les réalisons en déployant des équipes terrain, des gens qui vont dans les maisons, dans les villes, pour collecter des données, administrer des questionnaires. C'est toute une logistique. Alors, on a vu dans ce sens qu'est-ce qu'on peut supprimer. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ramener une étude de 10 millions à 100 000. C'est de là qu'est venue l'idée de trouver des techniques pour remplacer déjà les équipes qui vont aller sur le terrain. Donc les transports, les hébergements, ça permet de supprimer des dépenses. Alors on a réfléchi à si on avait un groupe déjà de répondants, c'est-à-dire des enquêtés, des gens qui sont déjà disponibles là pour répondre à nos questions, est-ce qu'on aura besoin encore d'envoyer des équipes? C'est là qu'est venue l'idée de créer un panel que nous appelons panel Avis Plus. Et donc on a mis en place cette plateforme qui permet aux gens de s'inscrire à l'avance s'ils sont d'accord pour répondre à des questions. Alors là, lorsque nous avons des études du genre à petit budget, on élabore un petit questionnaire qu'on envoie à ceux qui se sont inscrits sur cette plateforme. Ils reçoivent le questionnaire via le mail, mais nous appelons aussi pour administrer depuis le bureau des questionnaires. Ce qui nous a permis de pouvoir servir les clients qui n'ont pas le budget des grandes études. En 2016, nous avons lancé le coaching parce qu'on a constaté qu'il y a des clients qui ont besoin d'être assistés beaucoup plus techniquement et quotidiennement dans la pratique du marketing. Après, en 2017, on a créé le dashboard Avis Plus Média spécifiquement pour les études médias. En fait, c'est un simulateur média qui permet d'orienter tout ce qui est choix de médias. Ça donne l'audience média dans chaque pays. Nous l'avons déjà réalisé au Togo et au Bénin en 2018. Et les données sont là. Vers la fin, le consultant principal se chargera de partager quelques données avec le public du club marketing pour qu'on puisse voir quels sont les médias qui ont de la notoriété au Bénin. Il y a une autre vague qui est en cours actuellement dont les résultats seront disponibles probablement d'ici 2 mois. Alors, en faisant ce chemin, nous sommes venus alors au club marketing. C'est quoi le club marketing? Nous allons le découvrir ici. Le club marketing en réalité, c'est une rencontre entre les professionnels du marketing et les top managers des entreprises pour discuter des parts de marché et des stratégies marketing. C'est donc une rencontre qui part d'une étude. C'est-à-dire donc que c'est au début, il y a une étude qui est réalisée sur des secteurs donnés et nous invitons des entreprises qui se font représenter peut-être par les top managers ou par des professionnels du marketing. Nous invitons aussi des coachs pour venir partager leurs expériences et des conseils avec le public du marketing. Et comme l'avait dit Victor au début, c'est aussi une rencontre du donner et du recevoir parce que lorsque nous présentons les résultats, lorsque les coachs partagent des expériences et des conseils, on donne la parole au public aussi pour discuter sur les stratégies, comment faire pour conquérir le marché, comment faire pour accroître la performance dans tout ce que chacun fait. Alors, le club marketing, c'est aussi un partage d'une pizza, symbole de succès. Symbole de succès, mais aussi pour montrer que le club marketing, comme tout bon club, a aussi un cocktail à partager. Alors, pourquoi le club marketing? Très probablement, vous avez remarqué avec nous qu'au Bénin, les entreprises ne suivent pas forcément quotidiennement ou régulièrement certains indicateurs sur le marché, tels que la part de marché, tels que les indicateurs clés de performance. Alors, PVF étant spécialisé
dans le domaine des études de marché, après plus de 14 ans d'expérience en parlant des experts PVRM et plus de 200 études réalisées dans divers domaines, PVRM est sûr de créer une habitude de consommation des données au niveau des entreprises et l'apprentissage du marketing par les données. Alors, pour cette édition, nous avons donc déjà réalisé l'étude qui vous sera présentée tout à l'heure à travers quelques résultats dans 7 secteurs différents, comme vous le voyez, la mode africaine, le divertissement, le secteur de la bière, le yaourt, les médias, les moyens de paiement et puis les applications de livraison. Alors, pour réaliser l'étude, qu'est-ce que nous avons utilisé comme méthodologie? Je dois dire qu'à PVM, nous mettons un accent capital sur la collecte des données. Parce que des données mal collectées donnent forcément de l'échec aux entreprises qui vont consommer ces données. Et pour cela, nous avons combiné une méthodologie Corias. Je dis Corias parce que nous avons combiné 3 techniques de collecte de données. Ce que nous appelons le CATI, c'est-à-dire enquête par téléphone, le CAPI, enquête avec ordinateur ou tablette en face à face, et le CAWI, enquête via l'internet. C'est-à-dire, on envoie des liens ou des questionnaires et les gens prennent le temps pour bien remplir et après nous, on exporte les données pour les analyser. Alors, cette étude a été réalisée sur un échantillon de 600 personnes au Bénin, tiré du panel Avis Plus Bénin, parce que nous avons aussi le panel Avis Plus Côte d'Ivoire qui est en cours et ailleurs aussi. Alors, dans ce panel qui comprend plus de 2000 panélistes, nous avons extrait 600 personnes analphabètes comme alphabètes dans différentes tranches d'âge. Alors, voici la plateforme Avis Plus. Ce schéma vous permet de voir comment est-ce que nous avons réalisé la base des gens auprès de qui réaliser des sondages, auprès de qui collecter des informations. Au départ, nous avons des gens que nous identifions, à qui nous envoyons des liens. Ça peut commencer par le cercle d'amis, par des contacts, des entreprises, des gens que nous avons envoyés dans les villes, dans toutes les villes, en fait dans tous les départements du Bénin, j'allais dire, pour demander aux gens s'ils sont intéressés pour s'inscrire sur une plateforme à travers ce lien avis.plusvalueresearch.com. Et le but, c'est que lorsque nous aurons besoin de collecter des informations, nous allons les contacter. Donc pour ceux qui sont d'accord, ils s'inscrivent à travers ce lien-là. Alors, dès que nous avons une étude à réaliser, nous envoyons le questionnaire à notre panel via SMS. Dans les SMS, il y a le lien directement, il suffit que la personne appuie et puis le questionnaire s'ouvre. Ou bien, nous avons des téléenquêteurs au bureau qui se chargent d'appeler dans cette base de personnes pour administrer le questionnaire. Ou alors, on envoie des mails. Et lorsqu'on envoie des mails, on les informe aussi à travers d'autres messages ou à travers des appels que nous venons de leur envoyer un lien ou un questionnaire pour avoir leur avis. Et ceci, c'est bien sûr en contrepartie parfois de petites motivations à ce panel-là, ce qui fait que nous arrivons facilement à collecter les données. Alors, nous utilisons habituellement 3 mesures de contrôle de qualité. Comme je l'avais dit, c'est important que les données collectées soient des données de qualité. D'où il faut forcément, même si on envoie des gens sur le terrain, il faut d'autres pour les surveiller, pour les contrôler, afin d'éviter les bidonnages ou les données mal collectées. Alors, nous faisons d'accompagnement. En fait, l'accompagnement c'est quoi? C'est qu'il y a une autre équipe, il y a des agents qui sont chargés de suivre les autres qui sont en train d'administrer les questionnaires. C'est ça que nous appelons l'accompagnement. On fait 20% d'accompagnement, 20% de vérification au hasard par téléphone, c'est-à-dire il y a tout un lot qui est fait, on trie dedans et puis on appelle les répondants pour administrer encore de nouveau le questionnaire en partie bien sûr, pour être sûr que l'enquêteur a bien administré le questionnaire. Et ensuite, nous avons 100% d'enregistrement audio de questions de contrôle. Ce n'est pas tout le questionnaire, mais il y a qu'on puisse entendre les réponses du répondant. Alors voilà les mesures de contrôle qualité que nous utilisons. Le cabinet PVRM est un
cabinet né avec des dents, au vu de toutes vos prouesses. Et Dieu seul sait que parmi l'assistance, certains peuvent en témoigner. Donc nous allons à présent passer à la présentation du secteur moyen de paiement. Et ce secteur nous sera présenté par un érudit en marketing, fin stratège et expert. Odilon Walidi a un parcours impressionnant en marketing. Diplômé de l'Institut national d'économie et master en marketing, il a fait ses débuts avec Lolo Andoche, le grand couturier de la place, puis le cabinet international Agency Business Technology en tant que chargé d'études et intelligence économique. Son talent a été détecté en 2008 par le réseau MTN, qu'il va rejoindre en tant que coordonnateur des études de marché. Il fut le premier Béninois, sachez-le, recruté à un poste de business intelligence au Bénin, avec un renforcement de ses compétences auprès de ses pairs au Cameroun, au Nigeria et en Afrique du Sud, à travers la formation Business Intelligence Intermediate Level. Il a acquis de bonnes notions en études de marketing, en planning et stratégie marketing, en pricing, data mining, branding, etc. Très dynamique et rejetant la monotonie, il accepte de rejoindre Petit Salat Bénin et occupe successivement les fonctions de responsable études et planning, responsable études et géomarketing, puis pour finir chef division planning et stratégie. J'ai la lourde charge de présenter, faire une fois encore une présentation devant un public aussi illustre de vous. Et avant de présenter ce qu'on appelle part de marché dans un secteur particulier, ce que j'aimerais faire d'abord, c'est briser un peu ce que je peux appeler préjugés. Alors, pourquoi je dis préjugés? Parce que généralement, et puis on le fait, chacun de nous, vous allez remarquer que pendant des réunions chez vous en entreprise, et quand vous n'avez pas de données, je crois que tout le monde a le meilleur avis. Tout le monde a la meilleure idée, tout le monde sait ce que le client veut. Et souvent, c'est des préjugés. Souvent, c'est des fausses informations qu'on a. Souvent, on n'a pas forcément la bonne information. Ça peut tomber juste, mais c'est vraiment à risque. Alors, excusez-moi, ce qui nous permet un peu de sortir de ces préjugés, ce que j'avais préjugé, c'est vraiment d'aller demander à celui qui a l'information qu'est-ce qu'il en pense. C'est se baser sur un plus grand nombre représentatif et après utiliser son expertise pour juger. Il ne faut pas juger avant d'avoir une certaine base. Donc c'est ce qu'on essaie de faire. Tout le monde n'est pas habitué à lire les graphes, les graphiques, etc. On va essayer de faire simple, mais tout le monde est au moins habitué à décider. Et la meilleure façon de décider, c'est de décider avec un minimum d'informations. Minimum d'informations qu'on va juger, information correcte, information fiable. Alors, qu'est-ce qu'on appelle part de marché? Je ne vais pas poser la question, tout le monde sait déjà, je ne vais pas piéger des gens, c'est autre. Mais qu'est-ce qu'on appelle part de marché? Part de marché, entendu, part de visa. C'est dire que on peut le concevoir de deux façons. Première façon, dans mon groupe de clients, donc ma base de clients, ou bien la base de clients potentiels au Bénin pour mon produit, j'ai un certain pourcentage. J'ai un nombre qu'on pourra comparer au nombre que mon concurrent a. On peut aussi comprendre d'une deuxième façon. C'est en revenu. C'est-à-dire, si au Bénin par exemple, excusez-moi, le secteur de yaourt génère par an, je vais dire 100 milliards, est-ce que moi, dans mon entreprise, j'arrive à prendre sur les 100 milliards, est-ce que j'arrive à prendre 60 milliards? Et comment faire pour prendre prochainement 65 milliards? Et comment faire pour qu'un concurrent qui est derrière moi ne vienne pas me dépasser? Donc,
on peut le comprendre aussi en valeur. Donc on a les parts de marché en volume, dont je viens de parler, ça peut être le nombre d'utilisations, ou bien ça peut être le nombre d'utilisateurs, le nombre de clients. On peut également avoir en valeur qui est le revenu que je génère par rapport au revenu total généré sur mon marché. Alors, ce que nous avons présenté ici et qui a fait l'objet de notre étude, c'est la deuxième façon, mais d'une autre façon de collecter les données. Généralement, on a remarqué dans mon expérience que les parts de marché en valeur sont souvent, je vais utiliser le terme corrélé, donc pour ceux qui ont fait un peu de statistiques, sont souvent liés, sont souvent corrélés avec l'utilisation principale de la marque. Ça dit quoi? Si je suis un consommateur de yaourt et que j'ai devant moi, j'ai l'habitude d'acheter Famille, j'achète Dolay, alors j'achète les deux. Mais forcément, il y a un principal dans lequel je mets le plus d'argent. C'est-à-dire, si j'ai 500 dépensés, j'achète pour 300 l'un, je ne vais pas donner à... On va découvrir tout à l'heure, peut-être si le temps me permet la part de marché dans ce secteur-là. Je mets 300 dans l'un et plutôt 200 dans l'autre. Donc, en part de marché, marque principale, celui dans lequel je mets, mais la marque dans laquelle je mets 300 francs est ma marque principale. Et généralement, quand on demande aux gens, on leur précise qu'on veut qu'ils nous disent leur marque principale dans laquelle ils mettent le plus d'argent. Et c'est souvent corrélé avec la part du marché en valeur qui est plus robuste. Parce que le business, nous sommes dans le business pour faire de l'argent. Nous ne sommes pas dans le business pour faire juste des clients et qui ne rapportent rien. Je peux avoir 30 millions de clients et mon concurrent a 1 million de clients, il génère 10 milliards, moi je génère 500 000, ce n'est pas la peine. L'important, on doit le mettre dans notre liste d'indicateurs de performance qu'on suit, c'est vraiment de suivre la part de revenu et la part de marque principale. Donc ce qui sera présenté ici, c'est la part de marque principale, la part de valeur, marque principale qui est un peu corrélée avec la part de valeur. La part de marché, marque principale pour corréler avec la part de valeur. Alors, sur cette page, je m'en vais présenter un peu quelques secteurs. Je vais commencer par le secteur de moyens de paiement. Alors, aujourd'hui, le futur du paiement est dans le digital. Tout le monde le sait, tout le monde voit toutes les prouesses technologiques qui sont en train de le faire. Et le bien que ce secteur apporte, qui est en fait l'avenir. Et tant qu'on ne le digitalise pas, on risque de rester derrière. Alors, les telcos et les banques, ainsi que quelques fintech, vous entendez souvent le terme actuellement, ils sont très actifs. Très actifs. Aujourd'hui, j'apprends qu'au Bénin, il y a des fintech qui se créent, qui vont venir, il y a des internationaux qui vont venir, un peu comme Point qui s'annonce, et récemment lancé Owo, et puis Kakia Pay. Alors, les banques, parmi les banques, nous avons des pionniers comme UBA et EcoBank qui travaillent beaucoup dans ce secteur-là et qui essaient de pousser fort. Toutes les banques aujourd'hui essaient de faire un peu dans ce secteur, mais on sent beaucoup plus qu'une percée de deux principales banques. Je crois, c'est MTN. Et puis, la plupart des barrières, jusqu'au plus petit, c'est MTN qui se démarque. Il y a un seul sur lequel on voit que le leader, c'est Mo. On peut dire qu'avec une base peut-être un peu faible, on peut mieux assurer le traitement des clients, les services après-vente et autres. Mais ça peut aussi dire que l'entreprise fait bien. Okay? Et que l'entreprise devait amplifier ça et se donner les moyens d'acquérir plus de clients avec cette base déjà acquise, cette connaissance, cette expérience de gestion de traitement du service après-vente. Mais il faut remarquer que c'est le dernier en réalité de la liste des attributs en termes d'importance. Donc, faire beaucoup d'efforts ici, mais ce n'est pas forcément à être leader.
Ça sert à satisfaire la base qui est là, mais pour être leader dans ce marché, il faut aller beaucoup plus loin, il faut travailler beaucoup plus sur la disponibilité. Alors, on voit une meilleure communication au niveau de UBA, un peu à côté de MTN. MTN n'a pas pris toute la place en termes de communication, peut-être qu'on connaît bien MTN, mais en termes de raison principale pour ceux qui utilisent MTN, ils ont moins parlé de la communication que ceux qui parlent de UBA. UBA, par exemple, on voit que UBA a fait une certaine bonne communication. Toutefois, ce n'est pas placé parmi les top critères pour être leader. Donc, il faut que ces banques essaient de revoir un peu la stratégie, ou bien que la réglementation leur permette, ou bien que toutes les contraintes que ces banques ont soient levées pour que ces banques puissent concurrencer efficacement les concurrents comme Move et MTN. Alors, voilà un peu pour le marché, et comment aussi également se fait un peu en communication, mais disparaît à peu près sur tous les autres indicateurs. Donc la disponibilité et surtout, ils disparaissent. Alors, pour mieux comprendre également, on peut aller voir le positionnement de chacune des marques au niveau des catégories socio-professionnelles, démographiques, tout ce qu'on connaît, voilà, des segments du marché. Alors, on voit, en termes de genre, il n'y a pas vraiment de particularité. Le positionnement des MTN sur les tiens, que ce soit femmes ou hommes, et le positionnement des autres des concurrents aussi. Par contre, quand on regarde un peu en termes de tranche d'âge, on voit que Move s'en sort un peu plus chez les personnes un peu plus âgées, 45 ans et plus. Toutefois, MTN devient leader là, et Move peut aussi s'appuyer là pour faire un peu plus fort. Donc si on peut commencer à battre le concurrent là, on peut se positionner là. C'est possible qu'une entreprise choisisse de ne pas compétir partout et d'être leader sur des niches. Et c'est ce qui est important. On n'est pas obligé d'être leader partout parce que ça demande également d'investissement et ça demande également d'être parfois pionnier. Si tu es venu en retard sur le marché, au travers de l'avance, il faut faire de gros efforts. Et ce qui est important, c'est que si tu ne peux pas faire tous ces gros efforts, tu peux identifier un endroit où tu peux être fort, où tu peux compétir, te déployer et dépasser les autres. Alors, on ne va pas parler, bon, juste pour rire, on parle de divorcer le vœu, bon là, une nouvelle idée, bref, le marché n'est pas très grand là-bas, on aurait pu afficher la taille du marché, mais si on peut faire, où sont les divorcés de la somme? Les divorcés, les veufs, s'il y en a, est-ce qu'il y en a les futurs divorcés, les futurs donc, ce qu'il n'y en a pas, c'est que bon, je crois que ça peut être une information. Et généralement, je fais une petite parenthèse, généralement, on découvre des informations qu'on néglige. Mais en les creusant de près, on finit par découvrir une autre utilisation de nos produits que les clients font. Et ça crée d'autres opportunités, ça crée d'autres manières de faire. Je voyageais avec, bizarrement, il n'est pas là ce matin, avec un promoteur dans le secteur des applications de livraison au Bénin et à l'international. On a voyagé ensemble et comme je savais qu'il pouvait venir au club, je lui ai un peu présenté les résultats et il était un peu surpris de voir quelque chose de bizarre et tout bizarre. On a commencé, moi je dis bon, je ne suis pas de ton domaine, je ne peux pas dire que c'est bizarre. Toi tu es de domaine, tu dis que c'est bizarre. Bon, j'ai commencé à me poser des questions, est-ce que tu n'as pas fait ça, tu n'as pas fait ça? Et subitement le gars dit, et ouais, il s'en rappelle, il a fait une stratégie comme ça, il a arrêté. Mais ça a eu un impact sur le marché. Et ça a sorti un résultat sur un segment qui se positionne, il n'avait même pas pensé se positionner là, mais il s'est retrouvé là. Donc, les études, bien les chiffres nous enseignent parfois des vérités que nous-mêmes on ne connaît pas et qui peuvent faire l'objet d'une autre innovation et qui peut aussi nous dire alors arrête, essaie de revoir ta stratégie. Alors, donc, ça peut être une information à prendre au sérieux. Au niveau de tout ce qui est niveau d'instruction,
tout ce qui est personne non lettrée, qui a un niveau de primaire, un niveau de plus bas, on voit que nous s'en sort un peu. On sait quand même aussi que le Bénin est composé en majorité de ces gens-là, et ça peut aussi faire une force si vous continuez de faire ce qui réussit dans ce secteur-là. Toutefois, elle tient sur la majorité de ces critères. Donc, je ne vais pas présenter tout. On aura l'occasion de discuter tout à l'heure. Et comme on l'a dit, le rapport sera envoyé par WhatsApp. Je ne sais pas si tout le monde s'est déjà retrouvé dans le groupe WhatsApp. Si vous le voulez, on vous intègre dans le groupe et on peut partager avec vous le PDF du rapport. Alors, je tombe sur un autre secteur qui boit de la bière. Qui ne boit pas de la bière? C'est plus simple. Ok, d'accord. Effectivement, on a eu moins de personnes qui ne boivent pas de la bière. On a quelques 600 personnes. C'est là où on a eu moins de personnes aussi voilà, on a eu plus de personnes qui boivent de la bière. Donc, avant de venir sur les résultats, j'aimerais dire que ce marché de bière au Bénin, ce qu'on a constaté, et vous pouvez apporter des informations complémentaires, peut-être si on n'a pas toute l'information. Ce qu'on a constaté, c'est que c'est un quasi-monopole. C'est vrai, on a quelques autres industries qui commencent par s'implanter. Là, on parle de la bière, on parle pas de toutes les boissons gazeuses et autres. On se spécialise sur la bière. La seconde pratique du marketing, ce mot, vous allez l'entendre aussi dans le digital. Aujourd'hui, ce mot a un autre sens aujourd'hui dans le digital. Avant, on appelait le marketing quand tu as une marque, tu envoies une autre marque pour concurrencer, pour attaquer le concurrent. Je vois beaucoup ça à Abidjan avec Brassivois et Solipa, c'est une guerre fatale, c'est une guerre vraiment. L'autre qui lance une autre marque pour concurrencer sa propre marque, une autre marque de concurrent. Donc il y a différentes marques de bière qui sortent presque, je vais dire, tout le temps à Abidjan. Donc c'est un peu pareil ici, c'est un marché assez concurrentiel. Mais je veux dire, le monopole, j'observe plutôt un quasi-monopole sur ce marché. Il y a aussi des infiltrations. Je dirais qu'il y a des bières, on ne va pas seulement parler de Lomé, on va également parler du Nigeria. Mais aujourd'hui, je crois qu'on a fermé la frontière, ça peut avoir un impact dessus. Mais il y a aussi des infiltrations de marques importées et qui permettent également d'animer le secteur. Je vais vous raconter une petite histoire qu'on m'a racontée avant que je ne vende le résultat. Entre-temps, avant, Sobebra produisait 33 exports. Sobebra a arrêté de produire 33 exports. Donc quand on a fait l'étude, on a retrouvé 33 exports en deuxième position. Ça nous a fait bizarre. Et c'est là que vous allez comprendre ce que les études annoncent. Ça nous a fait bizarre que des gens continuent d'avoir comme marque principale 33 exports, alors qu'à un moment donné, Sobebra a arrêté, peut-être parce que il y avait, bon, ça n'était plus rentable et autres. Comment une marque est positionnée deuxième derrière Sobebra, même si c'est de loin derrière la Béninoise, même si c'est de loin, comment une telle marque qui est devant Flag, Flag c'est une marque aussi de Sobebra, comment Sobebra saute Flag et va laisser tomber 33. On s'est informé, on s'est rendu compte qu'il y a de l'infiltration. 33 vient aussi dans le marché béninois, ne passe pas forcément par Sobebra. On se pose la question, est-ce que ce n'est pas à cause de ça que Sobebra ne fait pas de chiffre sur 33? Donc on peut être concurrencé par des marques qui viennent d'ailleurs, et nous aussi on produit cette marque. Si on ne règle pas, donc dans le marketing, on parle aussi du pouvoir public. On parle aussi de toutes les forces, vous connaissez les forces, si on ne maîtrise pas, toutes les décisions, les normes, bien qu'on ne met pas en place des normes pour empêcher certaines situations d'arriver, on peut se voir concurrencé par les marques étrangères. Qu'on ne produit pas et que nos concurrents ne produisent pas directement, mais qui sont des concurrents. Donc aujourd'hui, quand on regarde la part de marché, la Béninoise est de loin la première bière au Bénin.
marques également de la Soneva. Ces marques, quand on les sort avec la béninoise, on voit que tout le marché carrément appartient à la Soneva. Tout le marché. Donc, alors, qu'est-ce qui permet sur ce marché de se positionner? Contrairement à ce qu'on a vu au niveau des services de paiement, des applications de paiement mobile, contrairement, on voit que c'est la meilleure qualité, donc la qualité de la bière qui prime. Moi, j'ai vu ça un peu à Abidjan où la bière ivoire est venue avec une telle qualité, mais est venue longtemps après toutes les bières de la Soneva. Mais c'est une marque qui a fait très mal à la Soneva avec sa qualité, parce que c'était produit, si je ne me trompe pas, avec le riz, si je ne me trompe pas, mais d'une qualité, d'une finesse pas possible. Et les Ivoiriens l'ont adopté presque tout de suite. Et c'était devenu un concurrent très sérieux à la Soneva qui a dû changer et comment dire, faire une marque de marché. Et quelqu'un qui veut une nouvelle brasserie, si aujourd'hui Dongapo décide d'essayer de lancer une marque de bière au Bénin, l'élément important doit être d'abord la qualité de la bière. Si à la sortie de ce qui sort de l'usine n'est pas de bonne qualité, quel que soit le travail qui sera fait sur la disponibilité, quel que soit le prix qu'on va mettre, on va dire on va faire des prix on va descendre le prix, on risque de ne pas concurrencer convenablement la béninoise et les autres marques de la Soneva. Alors, quand on regarde le positionnement de la béninoise est concurrencée beaucoup plus sur la visibilité, la communication. Bon, c'est ce que les gens citent beaucoup qui permet de faire le choix. Si tu ne communiques pas, aussi les gens ne vont pas te voir. Mais si les gens entendent parler de toi, et que tu as une bonne qualité, ils cherchent même, ça veut même qu'ils cherchent l'information sur toi. Alors, on voit ici que tout ce qui est, je vais parler des deux blocs, ça et ça, donc la Soneva est leader de loin. Comme pour le marché de paiement mobile, nous voyons que sur tout, il n'y a pas un endroit, il n'y a pas un segment sur lequel Soneva n'est pas leader. Soneva est leader partout et partout. Donc, qui veut lancer une nouvelle marque de bière a en face un concurrent très sérieux qui n'est pas prêt de partir et qui va durer sur ce marché. Alors, nous venons sur le dernier marché que je vais présenter avant de laisser la parole à Victor, la mode africaine. Et nous parlons ici de la mode africaine formelle. Nous savons qu'il y a beaucoup d'informels. Et ne soyez pas surpris de ne pas voir vous dire là parce que c'est beaucoup plus pareil. On a tendance, ce que l'on a constaté, c'est que les gens ont tendance à beaucoup plus vouloir acheter leur paille de poudre eux-mêmes que d'aller à côté acheter goûter. C'est ce qu'on a constaté. Ce qui fait qu'en marque principale, des marques comme ça ne sont pas retrouvées. On a retrouvé 5 acteurs qui contrôlent le marché formel, dont 4 historiques. Le plus récent et plus jeune, Nanawas. Nanawas montre une performance exceptionnelle qui constitue une menace, j'allais dire PRP, E, accent grave, R2, mais j'ai bien voulu pas bourgeoisie mettre R. Parce que le long d'os et autres sont, j'allais dire, père ou mère de Nanawas. Alors, on va présenter qui est leader. On voit que là, sur ce marché, le leader c'est le long d'os, suivi de notre surprise, Nanawas, à cause de son positionnement. Après suit Nokwe, Didier Fabrice et Péputani. Tous ont des positionnements définis. Ok? Mais le long gauche en tête. Mais qu'est-ce qui fait le leader de ce marché? On voit un peu comme le marché précédent qu'on vient de montrer que c'est la qualité du produit. La qualité du produit. Des collections qui sortent, voilà, des
des habits, donc la couture, etc., la finesse, la finition, etc., la broderie, etc. Voilà ce qui fait le leader. Si on est bon dedans, on est sûr de pouvoir bien se positionner sur ce marché. Mais ce n'est pas le seul bloc. Ici, en termes d'importance, on a un deuxième qui n'est pas mal, c'est le rapport qualité-prix. Le rapport qualité-prix. Il y a des gens, si tu parles qualité et que le prix n'a rien à voir avec ta qualité, tu dégrades la valeur de ta marque. Quand par exemple tu dis que tu as la meilleure qualité et qu'on peut t'acheter à 5 000 francs, hein, un complet, c'est pas possible. Donc il y a des erreurs stratégiques que certaines entreprises font de vouloir trop faire la guerre des prix. Et parfois, si vous faites la guerre des prix, vous risquez de vous mettre au même niveau avec certains concurrents et il ne fallait pas. C'est que vous donnez un message à ceux qui veulent la qualité que vous êtes en train de détruire la qualité. Donc c'est très risqué. C'est pourquoi le deuxième élément dans ce marché, c'est le rapport qualité-prix. Si tu es Missebo, il reste moins cher, c'est cohérent, tout le monde comprend. Mais si tu es du luxe, bien habillé, Woodlock et autres, et que je dois l'acheter à 1000 francs, 10 000, ça devient souci. Donc les gens sont prêts pour un prix, une qualité donnée, à donner le prix à un niveau donné. Après, il y a la disponibilité et le plus moins cher, excusez, qui vient. Il y a des gens qui sont clients du prix, et il faut comprendre qu'ici on met tous les segments donnés. Peut-être aussi à cause de leur taille, mais les gens n'en font pas forcément prendre mention de leur qualité, peut-être que c'est assez évident. On voit Pépita D et Didier Fabrice qui se positionnent. Mais ça peut aussi dépendre de leur positionnement sur certains segments. Alors, ce qu'on constate également sur le rapport qualité-prix, dont on va parler des deux principaux, on voit que le Landoche également se positionne très bien et Pépita D s'en sort beaucoup mieux sur ce critère-là que tous les autres. Donc on parle mieux de rapport qualité-prix côté Pépita D, celui de Le Landoche, et Le Landoche étant le leader, donc ayant la plus grosse base, donc forcément à la plus grande opinion. Alors, comment il se positionne suivant les différents segments? On voit Didier Fabrice un peu légèrement, un peu mieux positionné que chez les hommes. Nana Was maintient un meilleur positionnement sur tous les deux segments. Mais Nana Was est beaucoup plus positionnée chez les jeunes. Elle est présente sur les autres, mais elle se rapproche beaucoup plus de Le Landoche et compétit mieux avec Le Landoche chez les jeunes. Là où il y a la plus grosse compétition, c'est chez les 45 ans et plus, et les parts de marché de Le Landoche et autres, on voit une certaine rivalité. Et puis on voit que là, nos points s'en sortent beaucoup plus. Il faut aller comprendre pourquoi. Donc, nos coins s'en sortent et nos coins dépassent même Le Landoche sur ce segment de 45 ans et plus. Car donc fait Le Landoche leader pour laisser cette place à nos coins sans le voir venir. Parce que c'est les mêmes clients qui ont été enquêtés sur une base robuste. Donc, en recommandation, ce qu'on peut faire ici, c'est que Le Landoche a du travail sur les 45 ans et plus. Mais la concurrence, tout le monde y est. Donc si tout le monde travaille plus sa qualité et a une pensée commerciale un peu plus offensive, on pourra se retrouver à diminuer complètement la part de Le Landoche si Le Landoche ne mettait pas cette dynamique. Sur tous les autres, Le Landoche est bien positionné. Alors, quand on va peut-être revenir au niveau il y a des analphabètes, je n'avais pas dit analphabètes, on le voit là, au niveau d'instruction des illettrés et autres. Bon, on a des personnes
sont pas forcément les traits, mais qui s'habillent responsables et qui connaissent bien ces marques-là. On voit qu'à ce niveau, on voit une bonne percée de Titi Fabrice. Titi Fabrice qui est là, qui a une base de clients quand même intéressante et qui peut bien compétir face aux concurrents Lolo Andoche. Par contre, au niveau des universitaires, on se demande qu'est-ce qui se passe au niveau de Titi Fabrice. Est-ce que les universitaires sont plus influencés par une action, quelque chose que Lolo Andoche fait, et c'est beaucoup plus Lolo Andoche, on va, en creusant, on peut mieux comprendre. Est-ce que c'est ce critère en troisième position qui a fait, ou bien est-ce que c'est que la qualité est meilleure, ou bien, voilà, donc on peut en discuter au club marketing. Voilà un peu ce qu'on voudrait présenter au niveau des trois marchés au Bénin. Donc on a fait une étude et nous permettons de discuter, non pas que chacun maintienne ses préjugés, mais que chacun parte d'une base scientifique, d'une base robuste pour maintenant parler mieux stratégie, parler conseil et donner des éléments qualitatifs qu'on n'aurait pas ici. Généralement, quand on fait cette étude et qu'il y a des autres qu'on ne comprend pas, on dirige une étude qualitative pour creuser un peu plus et pour comprendre l'histoire, de prendre la main, saisir quelque chose qui est important et sur lequel on peut partir une histoire dans notre journée. Merci. Bonjour à tout le monde. Je vous remercie pour cette conférence qui est une conférence d'apporteur de connaissances. Sur la présentation tout à l'heure, j'ai quelques mots à dire, surtout sur les raisons de percer sur le marché. J'ai vu plusieurs raisons que nous connaissons plus ou moins, mais je n'ai pas vu ces 4 choses. Quelqu'un peut s'installer sur un marché, il a le monopole du marché, mais le fait que le client en a marre de ce monopole-là trouve l'occasion tout de suite d'aller vers un nouveau venu. Donc ça peut être une raison fondamentale de changement des parts du marché. Je prends par exemple Orange en Côte d'Ivoire avec MTN qui sont longtemps restés sur le marché ivoirien. Mais quand Move est venu, ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas la qualité, ni le prix, ni autre chose, mais c'est parce que les gens en avaient marre de ce monopole-là. Donc se disent alors pourquoi ne pas aller voir ailleurs. Ce n'est pas parce qu'ils sont mécontents de l'autre, mais la curiosité peut pousser un client ou quelqu'un d'autre à partir ailleurs sur un autre marché. Donc je n'ai pas vu que ces raisons ont été évoquées. On est resté un peu sur ce que nous savons habituellement, le prix, la qualité, la communication, tout ça. Mais il y a des effets secondaires qui ont une certaine portée très significative dans le marché. Aussi, le deuxième point, c'est, on me dit bon, que la qualité, l'élément moteur pour percer le marché, j'ai dit non. C'est un mixage, comme M. Kouadio Vincent l'a dit au départ, c'est un mixage de communication, de prix, de qualité, c'est un mixage, parce que nous avons des marchés où la qualité n'accroche vraiment pas le marché à un certain moment donné. Nous avons des marchés où le prix n'accroche vraiment pas le client. Mais c'est un mixage qu'il faut dire. Je pense que les choses ont beaucoup évolué aujourd'hui, parce qu'il fut un moment ici au Bénin où Move a été classé leader, meilleur réseau, mais ça n'a pas empêché MTN de maintenir son leadership sur le réseau, pas des marchés. Donc il y a des éléments secondaires qui sont très influents qu'il faut beaucoup plus creuser. Il y a la troisième chose qui est la customisation. Le Lolo Andoche est beaucoup dans la customisation. Vous voyez, le Lolo Andoche fabrique des choses que vous ne trouverez nulle part ailleurs. C'est la customisation. C'est des effets secondaires aussi que cette customisation peut influencer le marché. Et sinon, bon, quand on parle de qualité-prix, sinon la chinoiserie n'allait pas bouleverser le marché. Voilà. Mais aujourd'hui, la chinoiserie, malgré que c'est une qualité faible, mais cette chinoiserie a bouleversé le marché. Donc ce n'est ni le prix, ni la qualité, ni la communication, ni autre chose,
Mais vous voyez, il y a cet aspect social qu'il faut voir aussi dans l'influence des parts de marché. Je vous remercie. Merci M. Doumbia pour votre intervention. J'ai effectivement noté les différents points dont vous avez parlé, notamment le fait que l'insatisfaction peut entraîner une érosion de part de marché. Ça, c'est vrai et c'est fondamental. Dès l'instant où le client ou le consommateur a le choix d'aller ailleurs parce qu'il n'est pas satisfait, ben on ne se fait pas prier. Je prends un exemple qui n'est peut-être pas gai, mais remarquez que dans un couple, quand on n'est pas satisfait, comme on dit de façon terre à terre, on ne dit pas d'un mauvais rêve. Vous voyez, donc si ma relation avec mon fournisseur ne me permet pas de trouver la satisfaction, j'ai le droit de partir voir ailleurs. Ça, c'est la règle du marché. Et c'est d'ailleurs la règle de la concurrence. Effectivement, ça ne pouvait pas apparaître là, parce qu'il s'agissait de montrer une synthèse de ce que ces études peuvent donner, et montrer surtout que, ici au Bénin, avec le cabinet maintenant, on peut avoir des données fiables pour justement aider à prendre des décisions. Mais des études plus poussées, des études approfondies, permettent de ressortir ces différents éléments qui, bien entendu, faciliteront la décision. Donc, c'est tout à fait normal. Vous avez pris l'exemple de Move en Côte d'Ivoire. J'ai suivi ce combat. J'étais à l'époque le responsable développement commercial de Orange en Côte d'Ivoire. Et je me souviens encore comme si c'était hier que nous étions en pleine séance de réflexion pour faire une proposition à soumettre à notre direction générale sur notre approche face à Move. Move avait étudié les différentes offres sur le marché. Et on savait exactement comment Move devait se positionner ou allait se positionner sur le marché au niveau prix. Ce que nous avons dit au DG, il y avait eu plusieurs propositions. Il y avait les adeptes de attention, nous défendons la qualité et la qualité a un prix et donc nous restons sur notre position. Il y avait d'autres aussi qui disaient, écoutez, Move cherchait à se positionner autour de 170 francs la minute, puisqu'avant on ne parlait pas de secondes. On s'est dit, mais positionnons-nous à 170 francs. Dans tous les cas, ils seront obligés de revoir leur business model parce qu'effectivement, le seuil de rentabilité serait un peu plus long. Il y a eu un choix qui avait été fait, c'était le choix de la qualité. Et c'est vrai, ça n'a pas dégradé la valeur. Et ça a été quelque chose d'intéressant. Parce que Move est rentré en force sur le marché pour dire, le réseau qui ne vous coupe pas, qui ne vous raccroche pas au nez, mais s'il y a une route, il n'y a pas de voiture qui passe, vous avez votre voiture, vous allez comme vous voulez. La circulation est libre. Mais lorsqu'il y a plusieurs véhicules qui utilisent la route, la voie au même moment, on commence à parler d'embouteillage ou go-slow. Ça veut dire qu'on n'a plus la latitude d'aller de conduire comme on veut, même s'il y a des règles de conduite. Donc, aussitôt Move a connu des problèmes de réseau, donc le réseau que ne vous raccrochez pas au nez a commencé à mentir. Et la réalité s'est présentée justement aux abonnés. Pendant ce temps, puisque tout le monde aime ce qui est gratuit, donc il y avait une ruée, pendant ce temps, ceux qui utilisaient leur téléphone pour travailler, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont restés chez Orange, ils sont restés chez MTN, et puis bon, ça a permis de sauvegarder la valeur sur le marché. Il n'y a pas longtemps, il y a peut-être 6 mois, on a eu une guerre de prix ici, au Bénin. Il a fallu finalement l'intervention de l'ARCEP, des autorités. Parce que tout le monde était en train de perdre. Celui qui a déclenché la guerre de prix est aujourd'hui perdant. Ça, je vous assure. Bon, ça fait rire le monsieur Deltine, mais c'est la réalité. Oui, parce que dans une guerre, quand on déclenche une guerre, mais Sun Tzu a dit quoi? Il y a toujours des dégâts collatéraux. Pour déclencher une guerre face à quelqu'un qui est puissant, mais assurez-vous, rassurez-vous,
vous serez maté. Ça, c'est comme ça. Et effectivement, aujourd'hui, la réalité est là. Nous faisons face à cette réalité que quand on déclenche une guerre comme ça, il faut savoir l'assumer. Aujourd'hui, MTN est en train d'avancer, pendant que nous, aujourd'hui, il peut stagner. Voilà la réalité. Ça, ce sont les enseignements de la vie de tous les jours. En stratégie, on ne déclenche jamais une guerre, surtout lorsque on n'a pas de raison de déclencher la guerre. Regardez ce qui s'est passé. Move lance une offre. Tout réseau, forfait tout réseau. MTN reste en attente. Réagit 9 mois après, en septembre 2017. MTN réagit. Move dit, voilà comment MTN a réagi. Et Move dit, bon, comme ils ont sorti le forfait de 150 aussi, ils ont mis un peu plus, moi aussi j'ai sorti le forfait de 150. Il y a quelqu'un qui dit, non, attention, ils ont un forfait de 200 francs. Vous n'avez pas le forfait de 200. Mais modifiez votre forfait de 200, repositionnez votre forfait, et vous cannibalisez votre forfait de 500. Et également, il y a une partie qui va monter, donc de 500 qui va descendre à 200, il y a une partie de 150 qui va monter à 200, et au final, vous gagnez. Ils disent non, nous, c'est le forfait 150. Et effectivement, ils arrangent, ils modifient le forfait 150 avec beaucoup de gratuité. Et la conséquence, ben, MTN, qui a une base qui est plus forte, réagit. Mais voilà, c'est celui qui est plus fort qui gagne. Après, on dit non, allons-y plutôt, sinon c'est parce que maintenant il y a Internet, les gens appellent sur Internet, donc c'est à cause de ça, c'est ce qui fait l'érosion de la voix. Non, c'est effectivement parce qu'on a dégradé la valeur qu'il y a cette perte de valeur. Bon, ben on a su. Voilà ce qui s'est passé ici au Bénin. Ceci pour dire quoi? Pour dire on ne déclenche jamais une guerre de prix tant qu'on a le choix de conserver la valeur. Ça, c'est ce que j'ai appris de mes années de travail dans la téléphonie mobile. Donc, M. Doumbia, effectivement, oui, à Abidjan, il y a eu l'entrée de Move. Move est venu, et en 2005, il y a eu une étude, 2005-2006, il y a une étude qui a indiqué le positionnement des différents opérateurs. Orange était vu comme le papa, le père de famille, qui a donc les ressources. MTN était vu comme la mère. Donc il y a des enfants, et ainsi de suite. Et Move était vu comme le petit enfant, le jeune, qui a plein d'avenir. Voilà le positionnement, comment les consommateurs perçoivent les différents opérateurs sur le marché. Mais en général, c'est les enfants qu'on regarde, c'est l'avenir. Vous voyez? Après, effectivement, ce sont des décisions qui font que la perception reste, elle se renforce, elle s'embellit, ou au contraire, l'image se dégrade. Après, ce sont des choix stratégiques qui permettent effectivement de soutenir cela. Donc, ce sont globalement les différents éléments que je voulais apporter à votre préoccupation. Oui, on ne peut pas tout voir ici parce qu'il s'agissait de présenter une synthèse, mais oui également, on peut aller plus au fond pour ressortir les différents éléments. Toujours est-il que si je ne suis pas satisfait et que j'ai le choix, je vais ailleurs. Ça, c'est comme ça. Je suis la promotrice de Ice Palace Cotonou, qui est une industrie de production de glaçons. Merci pour l'initiative. Quand j'essaie un peu d'analyser l'étude de marché qui est faite, je me demande parfois si ce n'est pas un peu biaisé lorsque on sait que le nom, la marque prime sur la qualité parfois. Il y a des clients qui peut-être n'analysent pas vraiment la qualité du service ou du produit, mais dès qu'ils entendent le nom, la marque, suivent bêtement. Je vous donne un exemple. J'avais un concurrent à l'échou dans les glaçons qui aujourd'hui n'existe plus, mais quand les clients m'appellent et qu'ils veulent demander des glaçons alimentaires, on me dit, est-ce que vous avez des glaces à l'échou? Parce que c'est le nom qui est resté. Je fais tout pour changer la donne, pour amener le client à comprendre que Aléchou c'est une marque, c'est un nom de produit, mais j'y arrive pas. Alors que la qualité du produit ne suit pas toujours. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces conditions? Merci. Merci, chers frères, chers aînés, chers amis.
suivi avec beaucoup d'attention les slides. Je suis très familier à ce type de slide. Vraiment, merci beaucoup pour l'initiative. La première remarque, je pense qu'elle a déjà faite. Nous aurions souhaité pour les fois à venir, lors de l'étude dans le secteur, de nous compléter un peu la partie qualitative. Et ça aurait pu montrer effectivement que je suis complètement d'accord avec les raisons quantitatives qui ont été évoquées ici, telles que la qualité dans le secteur de la bière, la qualité du produit dans le secteur de la bière et la disponibilité des réseaux et des réseaux de distribution pour les instruments de paiement. Et vous aurez pu voir que pour le troisième secteur, la mode, il y avait un peu le rapport qualité-prix qui était l'une des raisons. Donc, pour les fois à venir, si on peut avoir un petit aperçu du côté qualitatif, on va comprendre que l'investissement dans la marque seront bien des raisons. Et ça dénote correctement de ce qui se passe dans les télécoms aujourd'hui. Dans les télécoms aujourd'hui, on n'est pas fort parce qu'on a un meilleur prix. Et monsieur Kouadji l'a assez clarifié. On n'est pas fort parce qu'on est en train de jouer sur le prix. Les opérateurs qui l'ont fait, ils sont en train de le comprendre. Parfois, il n'y a que la marque. Et ça, je suis que au quand il va prendre, quand vous allez prendre la parole, vous allez bien nous expliquer ça. Il n'y a que la marque qui est le premier déclencheur de la position du client, mais de la volonté du client de pouvoir choisir un produit ou un autre. La seconde chose que je voudrais dire, c'est par rapport à l'intervention de mon professeur ici tout à l'heure. Les raisons sont différentes de cet art à l'autre. Et c'est de la collecte. Ici, on est en matière quantitative, c'est de la collecte. C'est ce que les clients ont dit. C'est vrai qu'on peut parler sur le questionnaire, mais c'est ce que les clients ont dit qu'on a restitué. On ne va pas faire l'effort de déformer ce que les clients ont dit. Mais, toujours est-il que quand on prend par exemple le secteur du paiement, on a pu remarquer clairement que là, il ne s'agissait pas de qualité. Ce n'est pas la qualité du produit qui intéressait, c'est d'abord la disponibilité. Il fallait créer le réseau. Et c'est ce que le monde a compris tôt. On a investi massivement dans la création de réseau. Parce qu'on savait qu'il fallait être plus proche du client. Les questions de disponibilité. Et vous allez voir, c'est clair, c'est clairement sorti que de très loin, le client, la première chose qui l'intéressait, c'est la proximité du produit. Avant même de commencer par envoyer maintenant les nouveaux services dans le réseau. Donc, je pense que c'est assez clair que si pour les fois, avec vous nous donner un peu de visibilité sur la partie qualitative, ça nous intéresse. La deuxième chose que je voulais aussi suggérer, ça c'est les grandes marques. À part la mode, je pense que vous êtes à s'occuper des grandes marques. Si pour la prochaine fois, vous pouvez voir pour tout ce qui est entrepreneurial au niveau du Bénin, parce que c'est là où il y a le potentiel aujourd'hui. Et c'est ça, c'est là où il faut qu'on pousse les gens, c'est là où les gens ont besoin de donner. Donc tout ce qui est entrepreneurial, et tout ce qui est petit business, si vous pouvez aller sur ce secteur-là, ça va aider le club à faire avancer. Merci. Je suis le directeur commercial à CBN, Reda Beximet, partenaire de cet événement. Il y a une constante que je crois qu'on n'a pas encore abordée, mais qui se retrouve dans les slides. Je pense que c'est la notion de facteur clé d'achat. Dans chaque secteur, il y a différents niveaux de facteurs clés d'achat que les consommateurs utilisent pour se décider. Donc, dans cette logique, je pense qu'on ne peut pas faire de comparaison d'un secteur à l'autre, parce qu'il y a beaucoup de différenciations qui existent. Et je suis moyennement d'accord avec l'exemple de la Chine. Parce que le problème des produits chinois est qu'il y a un problème de manque de réglementation également dans nos pays africains. Aujourd'hui, quand vous voulez acheter une chemise, par exemple, vous voulez d'abord que ce soit quelque chose de beau. Le Chinois peut vous offrir quelque chose de beau à moins de coût. Et suivant les moyens que vous avez, vous pouvez décider d'acheter une grande marque, une chemise à 50 000 francs,
ou bien d'acheter aussi une chemise à 1000 francs. Donc je pense qu'il est important dans ce genre de discussion de pouvoir rester quand même d'un secteur à un autre dans des éléments qui nous permettent vraiment de comparer. Sinon, on passe à côté. Je voudrais juste donner l'exemple de Dangote, qui est un de nos concurrents, qui a construit sa notoriété à partir du ciment. Aujourd'hui, tout le monde achète du ciment. Qu'à un moment donné de votre vie, vous avez besoin d'acheter du ciment. Et quand vous prenez Dangote, vous allez voir que c'est quelqu'un qui a construit progressivement sa fortune à partir du ciment. Et il y a des éléments qui ont construit sa marque. Comme vous l'avez dit, par exemple, pour ce qui concerne la disponibilité de MTN, Dangote a largement investi dans les camions. Aujourd'hui, c'est un monsieur qui possède plus de 5000 camions et c'est impressionnant. Quand vous êtes en ville et que vous voyez ces camions s'aligner, vous vous dites, c'est qui cette personne? Et vous cherchez à savoir qui c'est. Dans un domaine, surtout en Afrique, il y a beaucoup de cimentiers qui ne veulent pas investir dans les camions parce qu'il y a trop de risques. Mais ce monsieur a eu le courage d'investir dans les camions. Donc je pense que dans chaque secteur, il y a des éléments clés. Et quand les gens qui sont dans ces secteurs identifient ces éléments clés, automatiquement ça devient un facteur de succès clé pour cette entreprise. Et pour terminer, je voudrais prendre un peu la brasserie. Pour moi, la brasserie, ce n'est pas vraiment un bon exemple. Parce qu'on est dans des schémas où dans beaucoup de pays, il n'y a qu'une seule entreprise. Et quand vous êtes seul sur le marché, c'est normal que vous preniez la part du marché. Quand je vois Bébé Lomé, pour moi, ce n'est pas un concurrent de la brasserie au Bénin ici, parce que c'est le même groupe. Donc, ils peuvent discuter, dire, ok, envoie cette marque-là pour venir titiller un peu le marché, et moi, je reste sur mes produits, entre guillemets, conventionnels. Merci. Dans le domaine de la Manawas, vous voyez, tout le monde a suivi l'expérience de parcours de cette dame. Et vraiment, je lui dis chapeau. Parce que, regardez, son positionnement est resté de façon constante. Communication, marketing digital, Google Ads, Amazon, Impec. Elle a pu capter très vite toute la diaspora. Aujourd'hui, c'est ancré dans la tête. Vous prenez n'importe qui dans la diaspora et te disent, je veux un produit de Manawas. Je dis non. Le produit de Manawas, il y a plusieurs autres qui font des produits de type Manawas. Je dis non, je veux des produits de Manawas. Donc c'est pour dire, parfois avec très peu de moyens, on peut construire quelque chose de très fort. Et les études l'ont montré. Aujourd'hui, elle se positionne à côté de Landoche qui a peut-être fait, je ne sais pas, 20 ans de parcours. Elle se positionne à côté de Landoche. À un moment donné, on est très fort. L'autre chose, vous allez voir, j'ai pu remarquer dans l'étude que quelqu'un comme Didier Fabrice, qui n'a pas autant de démérité en qualité, qui n'a pas lâché ce bac qualitatif, est en train de descendre. Et je pense que Didier Fabrice a compris parce que j'ai vu récemment qu'ils ont repris la communication par rapport à l'approvisionnement. Et que j'ai aussi vu rapidement dans les slides que le Landoche a commencé à perdre sur les plus de 45 ans au profit de nos produits, ce qui est vrai aussi. Parce qu'en temps, le Landoche a touché à sa stratégie pour se repositionner un peu dans le segment des jeunes et ça a fait échapper le segment de plus de 45 ans. Ça veut dire que les études ne mentent pas, les chiffres ne mentent pas. Et c'est toute l'importance des études dans un business. Il faut se reposer sur les études pour avancer. Aujourd'hui, quand vous prenez un téléphone mobile comme LTE Orange, ce n'est que ça le secret. Ils ont l'information, ils ont la longueur d'avance, ils savent frapper là où ça fait très mal. Ils savent frapper là où ça fait très mal. Parce qu'ils ont l'information. Parfois, dans les études, vous avez l'information du concurrent que le concurrent même ne connaît même pas. Vous avez l'information, vous avez tout sur le concurrent. Moi, je me place souvent à dire à mes concurrents, vous ne pouvez pas. Tant que nous sommes là, vous ne pouvez pas. Parce qu'on a tout, on vous lit, c'est comme un miroir, on vous lit. On sait ce que vous allez faire, vous allez en soutenir malheureusement pour vous le Je vais penser à autre chose sur la stratégie. Vous voyez, il y a beaucoup qui font la stratégie, mais qui n'associent pas cette stratégie à une étude économique. Et c'est ce qu'on voit partout dans les entreprises. Il n'y a pas de segment, par exemple, qui fait le leakage. Il n'y a pas de segments qui font l'analyse des indices référentiels des rentabilités d'une offre, par exemple, et qui font que quand ces études-là ne sont pas présentes, on lance l'offre et ça devient une perte. Le cas qui vient d'être évoqué, le Landoche,
qui a transformé sa stratégie, mais n'a pas fait une étude économique derrière cette stratégie pour voir est-ce que ma stratégie, du point de vue des indices référentiels de rentabilité, je ne vais pas, comment on appelle ça, impacter mon marché, mon revenu d'une certaine façon. Donc, j'appelle ici toutes les entreprises représentées ici d'associer à la stratégie certaines études économiques avec les indices référentiels de rentabilité. Merci. Intervention sur ce qu'il nous a dit. Et c'est d'ailleurs ce qui nous a poussé à associer aux études de coaching. Parce qu'on a vu que, même si on a les études, même si les gens sont formés et autres, ils sautent des étapes. Ils sautent des étapes. Or, sauter une étape peut être risqué. Ce n'est pas parce que j'ai détecté une opportunité qui a des requins dans la mer, donc je me regarde, je pense que je peux aller pêcher un requin. Ce n'est pas parce que j'ai détecté un requin que je peux aller pêcher. Il faut que j'ai les capacités, que j'ai les moyens et que j'ai la compétence, tout le reste qu'il faut pour m'assurer que je peux aller pêcher réellement. Donc il y a des gens qui prennent des risques, ils voient une opportunité, mais ils ne prennent pas le temps de faire une étude de rentabilité, combien j'investis et combien je peux gagner. Même avec le prix, on a plein d'études, il y a plein de méthodologies en études. Par le marché, c'est un petit indicateur. Ça peut se retrouver dans presque toutes les études. Quand tu fais une étude, on appelle ça le PSM, le Price Sensitivity Meter, genre étude de prix psychologique, tu peux déterminer à quel niveau de prix tu dois être pour accroître le nombre d'acheteurs. Et derrière, voir si je fais cela, combien je devais investir pour avoir ça, je fais la différence pour voir si ça va me donner un revenu à la fin. Si je vois que l'investissement dépasse ce que le nombre de clients, le prix va me donner, je n'y vais pas. Si je n'ai pas un niveau de marge, peut-être de 80%, 60%, 20%, ça va dépendre de ce qui me permet d'avoir à la fin une bonne marge. Si je n'ai pas une bonne marge, je n'y vais pas. Donc, il y a ces études de rentabilité basées sur les KPI qui nous permettent de décider. Et je pense que la CNETUBIA a fait un bon conseil, a donné un bon conseil à nous tous. Et puis, pour sur la marque, je ne vais pas parler, je ne vais pas ajouter à ce que mon grand technique, mon coach a dit. J'ai eu l'opportunité de faire une interview sur une chaîne ivoirienne et exactement concernant le branding. Et une définition simple, c'est que c'est nous-mêmes en réalité parce qu'on a un nom de famille et puis on a notre prénom. Notre nom de famille nous donne des attributs. Donc tu peux être un Odilon, tu es mauvais, ou bien tu as des attributs négatifs, mais quelqu'un qui te voit, tu lui dis Bagiti, il t'accueille bien d'abord parce que ton père a fait ci, parce que chez vous, au village, vous êtes comme ça, vous êtes des gens droits, intègres, etc. Prenez l'exemple de Burkinabé. Quand on prend un Burkinabé, on pense à un homme intègre. Après, dedans, on peut trouver des gens qui ne sont pas du tout intègres. Mais ils portent d'abord une couverture. Après, ils démontrent eux-mêmes ce qu'ils sont. Et là, ils s'affichent. Et les gens qui les côtoient commencent par découvrir que attention, ce gars n'est pas bon, ce gars n'est pas bon, je peux l'éviter. Mais il peut aussi faire le vérifiement, il peut dire, bon, à cause des Bagiti, je continue avec ce gars-là. À cause de ça, donc c'est la force des attributs que porte la marque qui me couvre, qui permet que je puisse avancer. Donc on peut dire que MTN est un réseau sur le prix, bon, je ne sais pas si c'est le cas, on n'est pas très content, il y a des clients qui restent quand même. Ils se fâchent tout le temps sur MTN, mais ils sont toujours là. Parce qu'il y a plus d'importance en termes d'attributs, qui fait qu'ils sont plus cochés à cette marque-là. Et c'est ça qui est l'important. Genre, là, à la fin, on parle d'affinité. Affinité jusqu'à ce que je puisse recommander cette marque. Coca-Cola, je recommande ça même. Dans mes rêves, je peux recommander Coca-Cola. Mais en réalité, je peux avoir des idées négatives. On dit que Coca-Cola, ça donne le diabète, ça donne ci, ça donne ça. À la limite, je tombe malade avant de prendre des précautions. Donc c'est un peu pour ajouter à la force de la marque ces éléments-là qui puissent mieux permettre de comprendre la force du branding. Merci. Merci. C'est une question concernant donc, le secteur de la mode africaine.
Alors, je voudrais demander au coach, Lolo Andoche qui constate que sa part de marché s'effrite beaucoup plus parce qu'aujourd'hui dans le segment donc, des 45 ans et plus, donc il perd une bonne partie au profit donc, de Noco et ainsi de suite. Est-ce que ce promoteur devrait pratiquer une stratégie donc, de concentration sur donc, les segments où il sait qu'il réalise plus de ventes, ou carrément il devrait chercher à être meilleur sur tous les segments, sachant qu'il a des moyens limités? Qu'est-ce qu'il devrait faire face à cette situation? Le cas de l'embauche, et c'est là le but des études. Quand tu fais une étude, ça te permet de connaître les secteurs, tu parles avec les promoteurs, tu apprends beaucoup plus de choses. Le l'embauche, à un moment donné, a décidé d'être un peu comme Zara. Je ne sais pas si tout le monde connaît Zara, tout le monde connaît Zara. Il a décidé de copier la stratégie de Zara. Il a eu une marque, il avait deux choix. Soit il y allait avec sa propre marque, donc il dit Zara dit des chemises à 10 000, avec une bonne disponibilité de partout, les points de vente, on peut associer de la distribution sélective, donc pas forcément du direct, pas seulement du direct sélective, et rendre le produit un peu plus disponible partout. Essayer un peu les chiffres et les produits un peu moins chers qu'on peut porter un peu dans la vie de tous les jours. Et c'est ce qu'il avait voulu faire. Donc adopter une stratégie de Zara. Donc soit il y va avec sa marque, soit il crée une nouvelle marque sans déranger les attributs de la marque principale. Et je crois que ce qu'on voit, c'est qu'il a dû choisir d'aller avec la même marque. Du moins, c'est ce que je sais jusque-là. C'est à son risque. Maintenant, est-ce qu'il doit compétir sur tous les secteurs et sur tous les marchés, pardon, sur tous les segments, ou bien il doit se spécialiser? Je crois que, pour mon conseil, la deuxième option, le deuxième choix aurait été le meilleur. En voulant aller en Zara, c'est peut-être créer une nouvelle marque qui soit Lolo Andoche. Et s'il fait ce choix-là, il protégerait la grande marque qui a des attributs assez forts et qui, normalement, avait un meilleur positionnement avant, certainement des années avant, sur les plus de 45 ans. Donc, il aurait protégé ce segment-là et attaqué Nanawas qui vient d'arriver, les autres, bon, sans forcément penser à eux, mais en pensant à sa stratégie de Zara, attaquer tous les autres, attaquer les marques étrangères comme Zara, etc. Donc c'est ce que moi je voudrais conseiller. Maintenant, la stratégie c'est une réflexion. Quand on a des études comme ça, on fait du brainstorming et on essaie de trouver avec les contacts en interne de Lolo Andoche, on essaie de trouver la bonne décision et y aller avec. Je crois qu'il investit énormément actuellement par rapport à sa stratégie d'aller comme ça. Mais est-ce qu'il va revenir avec une autre marque? Est-ce qu'il va continuer avec la même marque? Je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est qu'actuellement, l'étude montre qu'il a une menace au niveau de 45 ans et qu'il ferait mieux de créer une marque, une autre marque pour attaquer là où il veut aller. Aborder la synthèse proprement dite, je voudrais que chacun de nous parte avec une expérience vécue. Ce n'est pas un livre, hein. Ce que je vais dire, c'est presque du copyright. J'ai tiré quelque chose de mes expériences dans le domaine de la distribution. J'ai compris que pour définir une bonne stratégie de distribution, il y a 7 axes sur lesquels il faut travailler. Je dis bien 7 axes. Quel que soit le domaine d'activité, ces 7 axes se retrouvent.
Le premier axe que je vais vous proposer, c'est d'abord de choisir votre vision de la distribution. Cela veut dire quoi? Est-ce que je dois distribuer les produits par mon propre canal? Est-ce que je dois faire appel à des partenaires? Est-ce que je dois avoir quelques points de présence? Ou est-ce que je dois plutôt être axé sur une distribution qui est intensive? Mais ce choix est fonction du produit ou du service que je vends. Ça, c'est la première chose qu'on note. Donc, je dois savoir exactement qu'est-ce que je veux en termes de stratégie de distribution et en termes d'option de distribution. Le deuxième point, le deuxième axe, c'est quel type de partenaire je dois choisir. Quel est donc le profil de mes partenaires si j'opte, par exemple, pour la distribution qui se fait avec des partenaires. Aujourd'hui, dans tous les cas, quel que soit le domaine, on a amené à outsourcer notre distribution. Quel que soit le domaine. Donc, quel est le profil du partenaire? Et quand on parle de profil du partenaire, c'est est-ce qu'il a l'expérience dans la distribution? L'expérience dans la distribution d'autres produits, et est-ce qu'il a une bonne base financière? D'accord? Ça aussi, mais ça peut se construire. Je sais qu'en Côte d'Ivoire, en 2009-2010, avec Omium, nous sommes partis plutôt avec des distributeurs qui étaient les plus petits du marché pour les faire grandir jusqu'à ce qu'ils deviennent des grossistes. Et ça, c'est avec un plan de financement bancaire que nous avons étudié et mis en place avec certains partenaires bancaires. Donc, c'est dit quoi? C'est dit, c'est vrai, voir le profil financier, c'est important, mais ça ne peut pas être bloquant. C'est juste qu'il faut savoir exactement qui est ce partenaire. Le troisième axe sur lequel on travaille, c'est bien entendu la rémunération du distributeur. Parce que la distribution, c'est un poste de charge, c'est un poste de coût, et ça doit être maîtrisé. Donc, quelle est la rémunération qui va représenter un intérêt pour le distributeur, parce que ce n'est pas un financement, qui va représenter un intérêt pour le distributeur, pour le partenaire, et qui fera que, effectivement, nos produits seront disponibles. Le quatrième axe est quelle est la structure de mon réseau de distribution? Cela veut dire quoi? Quand mon produit part de chez moi, comment le consommateur achète mon produit? Comment il accède à ce produit? C'est le quatrième axe. Je suis dans le domaine de la cimenterie. J'ai une problématique. J'ai des gens qui construisent à Kandy, des gens qui construisent à Parakou, des gens qui construisent à Lokosa ou à Zovel, il y a des gens qui construisent à Boycon. Comment j'assure la couverture du territoire? Est-ce que je choisis des partenaires dans une région donnée et à lui de distribuer dans ces différentes zones? Comment j'assure son approvisionnement? Ainsi de suite. Vous voyez, c'est à ces questions que je réponds. En disant comment le produit part de chez moi et est disponible pour celui qui doit l'acheter. Le cinquième axe est comment est-ce que, ou quelle organisation je mets en place pour gérer ce réseau de distribution, pour prendre en charge le réseau de distribution. J'ai des supermarchés, donc c'est pour moi, ou bien il y a des supermarchés dans lesquels mes produits sont référencés,
Nous sommes au 5e axe. Allez, tout peut être détaillé, hein, d'accord? Le 6e axe porte sur tout ce que je vais mettre en place pour pousser les produits dans le réseau de distribution ou pour stimuler la demande client. C'est là qu'on parle souvent de stratégie push, pour dire on pousse, ou de stratégie pull, aspiration, donc on stimule plutôt la demande. Vous voyez? C'est comme ça. Donc, on était sur le 6e axe. Le 6e axe porte sur les actions qu'on appellerait donc des actions de trade marketing. Et enfin, le 7e axe, c'est comment je pilote mon réseau. Quels sont les indicateurs clés qui me permettent d'apprécier la performance de mon réseau et donc de prendre des décisions. Voilà les 7 axes que j'ai définis, que j'ai identifiés dans la gestion de tous les réseaux de distribution. J'étais à Canal+, et une problématique qui s'est posée à nous, c'était, il y avait un concurrent qui venait, GTV, bon, qui malheureusement a disparu après. Et donc il fallait qu'on réfléchisse à comment est-ce qu'on assure une forte présence sur le territoire. D'autant plus que les produits commençaient à être démocratisés. Avant, Canal+, c'était un produit de luxe. Les décodeurs étaient autour, disons, 300 000 francs, les antennes paraboliques, 101 millions. Après, c'est passé à 150 000, ça a diminué. Aujourd'hui, on même l'antenne parabolique est offerte. D'accord? Donc, il fallait préparer justement cette évolution. Comment faire? Alors, ce que j'ai fait, j'ai divisé le territoire en 5 régions. Je suis parti du découpage administratif pour aboutir au découpage commercial que je voulais. Pourquoi j'ai divisé en 5 régions? Je me suis dit, si j'ai 5 régions, d'abord ces régions doivent avoir des spécificités et en termes de charge de travail, cela doit être aisé de le faire. Donc, dans ces différentes régions, j'ai identifié les différents segments de clients qu'on avait ou de marché qu'on avait. Le premier segment, c'est celui de tout le monde, c'est-à-dire les individus, les familles, puisque c'est un produit qui est consommé en famille ou bien célibataire, en tout cas qui est consommé dans une maison. D'accord? C'est rare de prendre deux abonnements, 3 abonnements dans une famille. Hein. D'ailleurs, il y a des disputes, madame veut regarder sa série, les enfants veulent regarder, quand on a des enfants, on est parfois condamné à regarder des dessins animés, il y a un match de football qui doit passer, et ainsi de suite. Donc, voilà un peu les films. En tout cas, c'est des individus d'abord qui... donc c'est le grand public. On vend le prix, on net, donc sur le réseau, on diminue, on baisse le prix, mais en revanche, vers les autres réseaux, on augmente légèrement. Donc, en faisant ça, on lance la tarification à la seconde, 1,85 francs la seconde, et paf, là, on connaît une croissance de plus de 100%. Si j'avais les chiffres avec moi, je vous les présenter, mais c'est pour vous dire comment est-ce que les chiffres parlent, comment est-ce qu'on les exploite pour aboutir justement à ce que nous voulons. Ça, c'est dans le domaine de la technologie. Voilà quelques expériences que j'ai voulu partager avec vous. Que dire alors de cette session? Première chose, c'est que, effectivement, lorsque nous sommes confrontés à des décisions mineures, par exemple, quel habit je vais porter le matin, c'est moi qui choisis. Je regarde ma garde-robe, ce que je n'ai pas, je ne peux pas prendre, je ne peux pas porter. Mais au moins ce que j'ai, et en fonction de l'endroit où je vais, je fais mon choix. Ce que je veux manger, ça dépend de ma bouche, ça dépend de ce qui est disponible, je choisis, je mange. Donc chaque jour on est confronté à des décisions comme ça. Il y a des décisions par contre un peu plus importantes pour lesquelles on a besoin de consultation. Ah, attention, je sens un mal, il faut que je me soigne. Mais je suis obligé d'aller rencontrer un médecin.
D'accord? Donc, d'aller à la recherche de l'information. C'est le médecin qui va me dire non, vous souffrez de temps, donc voici le médicament approprié pour votre mal. La même chose en entreprise, on est confronté à des décisions. Et il y a des décisions qui sont mineures, d'autres en revanche qui sont importantes parce qu'elles déterminent la survie des entreprises. Et cette décision ne peut jamais se prendre sans d'abord des données, ensuite des outils d'aide à la décision et enfin du bon sens. Le fait de se retrouver ici et de voir que désormais il y a des outils qui sont disponibles, parce que l'une des problématiques dans nos pays africains, c'est la disponibilité des données. Pourtant, on a de bons ingénieurs statisticiens. Mais comment est-ce que ces données sont consolidées? Comment est-ce qu'elles sont rendues disponibles pour les professionnels ou même pour des gens qui veulent entreprendre des activités? C'est là le problème. Et il faut ce genre d'initiative pour qu'effectivement les professionnels du marketing, de la fonction commerciale, puissent prendre les bonnes décisions et gagner les parts de marché qu'il leur faut pour la survie de leurs entreprises. Donc, se retrouver ici, c'est une aubaine. Nous allons en profiter, nous allons partager ces expériences et nous encourageons chacun de vous ou chacun d'entre nous à faire en sorte que ce club vive. On pourra prendre des études de cas de certains secteurs d'activité précis, d'accord? Et puis les exposer, en discuter, pour que, en profitant, on sache comment est-ce qu'on peut l'appliquer, nous, dans nos domaines. Tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui, regardez par exemple sur les paiements mobiles. Un banquier est le plus intéressé parce que d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, en principe, le paysage de la banque va changer. Il y a 2 semaines, la BCAO a décidé de mettre en place une réglementation pour le service mobile. Mais, tiens, pourquoi avoir attendu tout ce temps? Depuis combien de temps on parle de mobile money? Et c'est maintenant qu'on parle de réglementation. Lorsqu'on a vu tout à l'heure que UBA et EcoBank ont pris l'initiative, mais ces banques-là sont derrière. Parce qu'elles n'ont pas la mentalité. Les banques savent gérer le risque encore, savoir. Savent gérer le risque, mais elles ne savent pas adresser la grande masse. Donc leur action s'arrête à un moment donné dans la chaîne économique. Juste aux fonctionnaires, aux travailleurs, aux entreprises et quelques rares fois à certains commerçants, puisque la plupart du temps les commerçants gardent leur argent, leurs sous le matelas. Voici les réalités. Mais par contre, aujourd'hui, lorsque vous envoyez l'argent par exemple à un enfant qui est, je ne sais pas, à Parakou, parce que vous êtes à Cotonou, ou bien qui est à Boïkon, qu'est-ce que vous faites? Il vous dit, papa, ou bien, donc il faut m'envoyer par mobile money ou bien par move money. Ah, c'est quoi ça? Non, c'est très facile à faire. Hein. Toi, tu n'as pas ça encore. Faut pas te montrer. Voici comment est-ce que le cœur de cible là conditionne la cible secondaire qui possède l'argent à envoyer l'argent. Et voilà comment est-ce que ce service est en train de prendre. Et finalement, c'est un service qui fait que la circulation de l'argent se fait plus. Mais au niveau du terrain, au niveau donc de la population, que au niveau des personnes qui sont censées posséder leurs ressources. 17 milliards de transactions par jour dans certains pays par les services de paiement mobile. Cela veut dire quoi? Si je demeure illettré parce que je suis borné dans mon domaine et comme on dit l'expérience que des paradigmes, donc je reste de ma façon de fonctionner que j'avais parce que je suis un banquier, quand je sors mon costume américain, on dit voilà ça c'est un banquier, mais que je ne vois pas le changement en train de venir, ça veut dire que demain je serai obligé de changer de métier, soit aller faire une plantation, encore il faut que ça commence à évoluer là-bas aussi, ou bien tout simplement, voilà, rester à la maison. Et quand on sait que j'ai une femme et que j'ai des enfants, voilà le problème. C'est pour dire quoi? C'est pour dire se retrouver justement dans ce genre
de creuser dans ces clubs, ça permet effectivement d'anticiper sur beaucoup d'évolutions. Les exemples d'échecs stratégiques sont légion. On a vu Kodak, on a vu également Nokia. Ça, c'est un exemple patent, mais c'était hier. On a vu BlackBerry. Même Barack Obama utilisait BlackBerry. Comme Barack Obama utilisait BlackBerry, tout le monde utilisait BlackBerry. Donc, quand on avait le BlackBerry, tout se faisait pareil. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, qui a un BlackBerry? Personne. Qui a Nokia? Alors qu'avant, Nokia 6810 ou Nokia 3310. Mais les Nokia bananes qu'on avait à l'époque. Mais aujourd'hui, qui a encore un Nokia? Même quand on a un Nokia, on cache. Ah, bon, voilà, il y a quand même des nostalgiques. D'accord? Donc, tout ça pour dire quoi? Pour dire, il y a des décisions stratégiques qui doivent être prises. Mais il n'y a rien de plus suicidaire que de confier la conduite d'un véhicule à un aveugle. Ça, c'est suicidaire. Il est clair. Se retrouver ici va donc nous permettre, effectivement, par ce partage et dans le groupe, si les problématiques se posent de façon individuelle, on peut intervenir. Vraiment, c'est un partage d'expérience. Ce n'est pas une affaire d'argent, c'est vraiment un partage d'expérience parce que c'est un philosophe qui a dit que la connaissance est la seule chose qui, lorsqu'elle est partagée, s'accroît. Donc, faisons en sorte que ce club-là vive par vos apports, par les questions que vous allez poser, par les réponses qui seront données et par les recherches personnelles. Et nous sommes convaincus que cela va changer beaucoup de choses, comme les sociétés de mobile ont changé le paysage, par exemple, de la publicité. Voilà ce que je voulais donc dire. On va prendre une photo de famille pour immortaliser cette première session et on va tous entourer les coachs et prendre une photo de famille. Comme on le dit dans le jargon des jeunes, des bosses peuvent en cacher d'autres. Je salue la présence parmi nous de l'honorable Éric Ondédé. Merci pour votre soutien à cette première session. Donc, pour en venir à ma devinette, je rappelle que le gagnant partira avec un bon de Azalaï Côté de la plage. Donc, je vois beaucoup de mains, je crois que bon, ça n'était pas si difficile. 1, 2, 3, 4, que des hommes. Wow. 5, 6, que des hommes. Les femmes ont abdiqué là. Bon. Je vois même pas un doigt pour dire, bon, je zappe sur les hommes, je prends la seule femme, bon, c'est pas grave. Tout le monde connaît la réponse, donc ils se sont passés le mot. Je vais prendre oui. Oui, et détaillez-moi bien sûr la charade. Hein. La famille, c'est le A. Ok. Mon tour est au cœur du club marketing, la pizza. Merci, merci pour l'applaudissement. Je vais prendre une photo de famille avec les coachs et on va se diriger vers la salle qui est tout juste dans le couloir en allant vers la